Le premier moment de cette réponse va consister à rappeler l'exigence d'humilité que nous nous imposons et qui doit être imposée à tout le monde. Je ne donnerai qu'une lecture, disons, de notre parti par rapport à la manière dont les choses se passent, mais je n'entends pas parler pour tout le monde. Parce que je fais partie des personnes qui pensent que toute globalisation est quelque part abusive. Alors, la violence. La violence, même si nous savons bien qu'elle est parfois une accoucheuse dans la société, en soi, elle n'est pas à cultiver. On sait en règle générale comment on la démarre. Il est très difficile de savoir comment est-ce qu'elle peut se conclure. Notre pays vient de très loin. Et tous les acteurs politiques du Sénégal qui bénéficient présentement, disons, de la nature ou de la qualité de la vie politique telle qu'elle est connue, avec un débat ouvert, un débat libre, tout cela doivent se demander, est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Ils doivent avoir à l'esprit qu'il a fallu beaucoup de sacrifices pour que nous en arrivions à ce niveau. Quand on en est à un temps de parole libérée, quand on en est à un moment où chacun peut s'organiser, quand ce sont les citoyens qui, de manière objective, font les choix déterminants, je pense qu'on peut effectivement faire l'économie de la violence. Et oui, nous avons en tant qu'acteurs politiques une exigence à satisfaire, c'est l'exigence de savoir qu'on ne réfute que ce qu'on remplace. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hegel. Je répète, on ne réfute que ce qu'on remplace. J'aurais bien aimé que quand on dit « ça ne va pas, c'est pas bon », qu'on propose des choses qui sont audibles et qu'on dise comment le faire. À ce niveau-là, il y a effectivement une sorte de vacuité qui fait qu'on peut, sans prétention particulière, relever que le niveau de notre débat politique est quand même quelque part indigent présentement. On vitupère, on se met à crier haro, parfois même on insulte, et ça ne va pas plus loin que cela. Je ne vois pas comment un pays peut être construit sur la base de l'insulte et de la dénégation. J'aurais aimé que nous ayons des espaces davantage apaisés où sont les idées qui se croisent, qui se rencontrent. Je me rappelle que quand nous étions étudiants à l'université, nous pouvions passer de très longues heures, parfois toute la nuit, à discuter entre des syndicats d'étudiants d'obédience différentes, mais nous croisions les idées. Aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus à l'université, on discute autrement, par des matraques, par des couteaux, et je ne pense pas que ça soit une avancée. Oui, nous avons un effort à faire pour relever la qualité de notre débat. Vous dites, les uns et les autres d'ailleurs, que pensons-nous de ce qui vient d'être fait? Je voudrais, avant de donner cette réponse-là, saluer le professeur Pape Dembossi, qui est le coordonnateur de la Confédération pour la démocratie et le socialisme, et dont je sais que la Confédération a sorti une déclaration pour se prononcer sur les événements du Mali. Je voudrais dire, pour ceux qui ne le savent pas, que dans la CDS, que mon camarade professeur Pape Dembossi coordonne, il y a, outre son parti UDF Molomi, la Ligue démocratique, Andejef Authentique, CNO, le Parti de l'indépendance et du travail, RTAS. Donc le texte que vous avez lu est un texte qui engage notre parti. Maintenant, pour être plus concret par rapport à cette question-là, il faut la prendre, je crois, dans son entièreté. En règle générale, pour cette situation comme pour d'autres, il n'est pas mauvais, quand on engage une action, de réfléchir aux conséquences probables. Je répète, à chaque fois que nous devons nous investir dans une situation déterminée, pensons aux conséquences probables. On peut faire cette recommandation aux actuels dirigeants du Mali. On peut faire cette recommandation aux chefs d'État de la CEDEAO. Il faut toujours réfléchir aux conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé? La junte a pris le pouvoir au Mali de la manière que nous savons. Elle s'était engagée à organiser des élections au mois de février 2022. Première séquence. Depuis,
tout le monde a constaté que cette junte s'est pressée lentement. Elle s'est vraiment pressée lentement. Et tout dernièrement, nous avons les uns et les autres entendu que ces élections-là devraient pouvoir être tenues entre, a-t-on dit, 5 mois et 6 ans et demi. Donc l'horizon de février 2022 est devenu l'horizon, disons, de 2025 ou je ne sais pas quoi, dans 6 ans et demi. Il y a là un problème. Mais, en prenant un certain nombre de mesures, est-ce qu'on s'attaque à la junte en elle-même ou bien on s'attaque aux Maliens de manière globale? L'embargo sur le Mali, la fermeture des frontières, le rétrécissement, disons, du mouvement des marchandises, parce que ce n'est pas tout qui est claquemuré, mais est-ce que ça va frapper essentiellement les dirigeants ou bien ça va frapper tous les Maliens? Autre question qu'il faut se poser, est-ce que cette décision qui a été prise par la CEDEAO n'a pas eu un effet intéressant, entre guillemets, sur le Mali? Si vous avez suivi l'actualité, vous voyez que les syndicats maliens, d'aucuns en tout cas, je pense le secteur de l'enseignement, ils ont choisi de suspendre leur mot d'ordre de grève pour dire que le pays traversant une étape difficile, nous arrêtons et nous nous retrouvons. Ils ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Les forces politiques opposées à l'action de la junte ont elles aussi dit, puisqu'il en est ainsi, nous resserrons les rangs. Donc, la décision de la CEDEAO a eu ceci à relever, c'est que les Maliens ont pensé qu'ils devaient faire corps pour traverser le gué. Je pense que ce n'est pas rien, ça. Ensuite, ils ont eu le sentiment qu'ils étaient attaqués et ce n'est pas bon. Ce que nous pensons, nous, en tant que Parti de l'indépendance et du travail, c'est qu'il faut que les Maliens se retrouvent pour trouver des solutions à leurs problèmes. Il faut que les autres pays africains accompagnent le Mali. Et parmi ceux-là, nous, pays étant les plus proches de ce pays frère, le Mali. C'est ça qui est intelligent. C'est dans le dialogue qu'on peut trouver une solution à ce problème très compliqué. Et enfin, en tant que pays, en tant que Sénégal, pensons aussi à nos intérêts. Je ne pense pas que nous ayons les mêmes intérêts que certains pays de la CEDEAO vis-à-vis de notre trafic avec le Mali. L'un dans l'autre, ce que nous escomptons, nous, du Parti de l'indépendance et du travail, c'est que le président de la République, qui même avant d'être président de l'Union africaine, au fond fonctionne comme un leader sous-régional, que ce président de la République renoue avec son bâton de pèlerin et qu'on essaie d'avoir une solution apaisée. Enfin, dernière chose, il est évident, nous ne pouvons pas encourager non plus qu'au Mali comme ailleurs, qu'il y ait des personnes qui soient sous le mode simplement de sécurité privée, parce que jamais un peuple n'a pu se défendre en déléguant sa sécurité à des gens qui sont payés pour le faire. Parce que si vous payez quelqu'un pour vous défendre, s'il trouve quelqu'un d'autre qui le paye plus et mieux, au lieu de vous défendre, il peut vous attaquer. Voilà pourquoi il faut faire confiance au peuple. Voilà pourquoi il faut que le peuple se resserre. Voilà pourquoi, au-delà du peuple malien, il faut que nous, autres Africains, que nous apportions tout notre concours, n'est-ce pas, aux Maliens. L'un dans l'autre, nous ne pensons pas qu'il faille punir le peuple malien pour essayer de préciser les limites à la junte qui dirige présentement le Mali.